Le téléphone de Case Rice a vibré sur la table de la salle de conférence. Vol 2847 pour Columbus. Annulé. Problème mécanique. Le message automatisé suggérait de réserver un nouveau vol pour dimanche après-midi. Il a fixé l'écran, la mâchoire serrée. Dimanche signifiait rater le match de championnat de football d'Emma. Il en avait déjà manqué 3 cette saison. La conférence sur la logistique à Chicago était obligatoire, 3 jours de séminaire sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et des dîners de réseautage qui avaient le goût de carton. Case avait passé 12 ans à coordonner les itinéraires de fret pour Midwest Transport Solutions, déplaçant tout, des pièces automobiles à l'équipement agricole, à travers 6 États. Il était doué pour trouver des chemins efficaces et résoudre des problèmes que d'autres ne voyaient pas. Mais à cet instant, le seul itinéraire qui comptait était celui du retour. Il a ouvert l'application de carte, 4h17 de route. Il pourrait être à la maison à 1h du matin s'il partait maintenant. Case a rassemblé ses papiers, a fait un signe de tête au présentateur qui continuait de discourir sur les systèmes de livraison juste à accent grave temps, et s'est éclipsé. La berline de location se conduisait mieux qu'il ne l'espérait alors qu'il s'insérait sur l'île 90 en direction de l'Est. Case a laissé la radio éteinte, préférant le silence pour réfléchir. Maureen était distante ces derniers temps, pas hostile, juste absente. Ils s'étaient rencontrés il y a 13 ans lors du barbecue d'un ami commun. Elle était calme, réfléchie, avec des yeux qui semblaient garder de vieux secrets. Il était tombé amoureux de cette profondeur, confondant le traumatisme avec le mystère. Ils s'étaient mariés en moins d'1 an. Emma est arrivée 2 ans plus tard. La grossesse avait changé Maureen. Elle était devenue protectrice jusqu'à la paranoïa, planant au-dessus du berceau d'Emma, vérifiant les verrous 3 fois avant de se coucher. Case avait attribué cela à l'anxiété d'une nouvelle mère. Tout le monde disait que ça passerait. Ce ne fut pas le cas. À mesure qu'Emma grandissait, les règles de Maureen se multipliaient. Pas de soirée pyjama, pas de jeu sans surveillance. Emma ne pouvait même pas marcher seule jusqu'à la maison du voisin. Case avait protesté, arguant qu'Emma avait besoin d'indépendance. Ces conversations se terminaient toujours de la même manière, Maureen se fermait, se retirait dans la chambre et en ressortait des heures plus tard, les yeux rougis. L'autoroute s'étendait sombre et vide. L'esprit de Case a dérivé vers la dispute du mois dernier. Emma avait demandé à rejoindre les guides. Maureen avait dit non sans explication. Case s'était opposé à elle pour la première fois de leur mariage. Emma avait été si heureuse, sautillant dans la cuisine avec son nouvel uniforme. Maureen avait regardé depuis le pas de la porte, l'expression illisible. Des phares ont défilé. Case a vérifié l'heure, minuit 47. Presque arrivé, il a pris la sortie pour leur quartier, les rues familières de la banlieue de Columbus apparaissant sous les lampadaires jaunes. Leur maison se trouvait au fond d'une impasse, une modeste coloniale de 2 étages avec des volets bleus qu'Emma l'avait aidé à peindre l'été dernier. La lumière du porche était éteinte. Case a froncé les sourcils. Maureen la laissait toujours allumée quand il voyageait. Il a utilisé sa clé silencieusement, ne voulant réveiller personne. Le salon était sombre et calme. Case a posé son sac et a monté l'escalier, la mémoire musculaire le guidant devant les photos de famille qui tapissaient le mur. La chambre d'Emma était au bout du couloir, la porte entr'ouverte comme toujours. Elle avait peur du noir. Case a poussé la porte. La veilleuse brillait près des plaintes, éclairant un lit vide, fait avec soin, les draps au carré. Emma ne faisait jamais son lit. Son rythme cardiaque s'est accéléré. Case a vérifié la salle de bain, son bureau à domicile, et même le placard du couloir où Emma se cachait parfois pour jouer à cache-cache. Rien. Il bougeait plus vite maintenant, grimpant les marches 2 par 2. La porte de la chambre de Maureen était fermée. Ils dormaient séparément depuis 6 mois, une autre chose que Case se disait être temporaire. Il a frappé une fois, puis est entré. Maureen s'est redressée, clignant des yeux. Case, qu'est-ce que tu fais ici? Où est Emma? Quoi? La voix de Maureen était pâteuse de sommeil. Ou peut-être d'autre chose. Emma, elle n'est pas dans sa chambre. Où est-elle? Maureen a allumé la lampe de chevet. Son visage paraissait tiré, plus vieux que ses 37 ans. Elle est chez grand-mère. Je te l'ai dit. Tu ne m'as rien dit. Je t'ai envoyé un SMS. Jeudi matin. Maureen a pris son téléphone, faisant mine de faire défiler l'écran. Tu vois.
Case a regardé son propre téléphone. Aucun message. Montre-moi. La main de Maureen tremblait légèrement alors qu'elle lui tendait son écran. Le message était là, horodaté jeudi à 9h14, Emma reste avec maman ce week-end. Mais Case ne l'avait jamais reçu. Il a vérifié ses messages à nouveau. Rien. Pourquoi voudrait-elle rester dormir là-bas un soir d'école? Ce n'est pas un soir d'école. Lundi est une journée pédagogique, tu te souviens. La voix de Maureen était maintenant acerbe. Tu le saurais si tu étais plus souvent là. Case s'en souvenait. Emma l'avait mentionné, mais quand même. Quelle grand-mère? La mienne ou la tienne? Maureen a hésité, juste un instant, mais Case l'a remarqué. La mienne. La maison dessus est Willy? Oui. Case a sorti son téléphone et a appelé sa mère. Ça a sonné 4 fois avant que sa voix endormie ne réponde. Case, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'Emma est avec toi? Emma? Non, chérie. Pourquoi serait-elle ici à 1h du matin? Désolé, maman. Erreur de numéro. Confusion. Recouche-toi. Case a raccroché et a fixé Maureen. Quand l'as-tu emmenée chez tes parents? Hier après l'école. Ils sont venus la chercher. Sans me demander? Je suis sa mère. Je n'ai pas besoin de permission. Quelque chose n'allait vraiment pas. Case le sentait dans ses tripes, le même instinct qui l'aidait à repérer les problèmes d'acheminement avant qu'ils ne se transforment en catastrophe. Je vais la chercher maintenant. Case, il est presque 2h du matin. Tu vas réveiller tout le monde. Alors je réveillerai tout le monde. Il était déjà en mouvement, attrapant ses clés. Maureen a crié derrière lui, tu es paranoïaque. C'est exactement pour ça que je ne te dis rien. Case n'a pas répondu. Il était déjà dehors, le moteur démarrait, il sortait de l'allée. La maison d'Eric se trouvait à Glendale, une banlieue voisine à 30 minutes au nord. Willy et Sue vivaient dans une vaste maison de plein pied avec un garage détaché à l'arrière. Case avait toujours trouvé l'endroit inquiétant, trop de portes verrouillées, trop de pièces interdites. Il avait rencontré les parents de Maureen à Noël il y a 11 ans, peu après sa demande en mariage. Willy Rigg était un postier à la retraite, grand et charpenté, avec un sourire mécanique qui n'atteignait jamais ses yeux. Sue était mince et vigilante, toujours placée là où elle pouvait voir chaque sortie. Ils avaient été assez polis, mais Case sentait quelque chose en dessous, un courant de malaise qu'il ne pouvait nommer. Maureen parlait rarement de son enfance. Les quelques fois où Case avait posé des questions, elle avait éludé. Normal, disait-elle. Rien de spécial. Mais les gens normaux ne sursautent pas quand vous élevez la voix. Les gens normaux ne vérifient pas les verrous de manière compulsive. Case s'était rendu à la maison d'Eric une douzaine de fois peut-être au fil des ans, toujours pour les fêtes obligatoires. Les visites étaient tendues, la conversation guindée. Emma n'avait jamais semblé à l'aise là-bas, restant toujours proche de Case, toujours silencieuse. Il avait supposé que c'était de la timidité envers des parents qu'elle ne voyait pas souvent. Supposé. Les mains de Case se sont serrées sur le volant. Les rues devenaient plus sombres alors qu'il quittait les routes principales, serpentant à travers de vieux quartiers où les maisons étaient éloignées les unes des autres. La propriété des Rigg est apparue devant lui, en retrait de la route derrière une rangée de pins. La majeure partie de la maison était sombre, mais Case a repéré une lumière dans le garage détaché à l'arrière de la propriété. Il s'est garé dans la rue et s'est approché à pied. La porte d'entrée était verrouillée, la lumière du porche éteinte. Case a frappé, a attendu, aucune réponse. Il a frappé plus fort, a sonné. Rien. Case a fait le tour par le côté de la maison, se déplaçant dans l'ombre des pins. L'arrière-cour s'est ouverte, révélant le garage à environ 15 mètres de la maison principale. C'était vieux, probablement construit dans les années 60, avec de petites fenêtres placées haut dans les murs. De la lumière s'échappait sous la porte principale. Le pouls de Case martelait ses oreilles alors qu'il traversait la pelouse. Le garage avait une entrée latérale, avec un simple verrou à boutons. Il a essayé, c'était déverrouillé. La porte a pivoté silencieusement vers l'intérieur, et Case est entré en enfer. Emma se tenait sur un tabouret en bois au centre du garage, son petit corps tremblant d'épuisement. Ses bras étaient tendus au-dessus de sa tête, les poignets liés avec des attaches en plastique à une corde enroulée autour d'une poutre apparente au plafond. Elle portait son pyjama rose, celui avec les licornes.
Elle était pieds nus. Des traces de larmes marquaient ses joues. La vision de Case s'est troublée. Il a traversé le garage en 3 enjambées, saisissant un cutter sur l'établi de Willy. « Emma, Emma, ma puce, je suis là. » Les yeux d'Emma se sont ouverts. Elle était à peine consciente, vacillante. « Papa, je suis là. Ne bouge pas. » Case a coupé la corde au-dessus de ses poignets, l'a rattrapée alors qu'elle s'effondrait. Ses bras pendaient inutilement, la circulation coupée. Case l'a bercée contre sa poitrine, sentant tout son corps trembler. Depuis combien de temps? Sa voix est sortie. Depuis 8 heures, les lèvres d'Emma étaient gercées, sa voix n'était qu'un murmure. Grand-mère a dit que je devais rester jusqu'au matin pour avoir menti. Menti? 6 heures. Sa fille de 9 ans avait été torturée pendant 6 heures. Les mains de Case tremblaient alors qu'il lui frottait les bras pour essayer de rétablir la circulation. À propos de quoi as-tu soi-disant menti? Je lui ai dit que je voulais rentrer à la maison. Elle a dit que c'était un mensonge, que j'étais heureuse ici. Case a regardé autour du garage avec un regard neuf. Ce n'était pas improvisé. La poutre avait des crochets à y visser à intervalles réguliers. La corde était proprement enroulée sur une étagère, prête à l'emploi. Combien de fois avait-il fait cela? Les doigts d'Emma ont tressailli alors que la sensation revenait. Elle a agrippé la chemise de Case. Papa, vérifie la voiture de papy. Le coffre? Case a jeté un coup d'œil à la berline de Willy garée de l'autre côté du garage. Pourquoi? J'ai vu quand ils m'ont amené ici. Grand-mère mettait quelque chose dedans. Une boîte en métal. Elle ne savait pas que j'avais vu. La voix d'Emma est descendue encore plus bas. Je pense qu'il y a des photos de moi. Tout s'est arrêté. Le garage, le monde, le cœur de Case. Des photos? Emma a hoché la tête contre sa poitrine. Grand-mère en prend parfois avec son appareil. Elle me dit que c'est normal, que toutes les grand-mères font ça. Case avait passé 12 ans à optimiser des itinéraires, à trouver de l'efficacité, à résoudre des problèmes. Chaque instinct qu'il avait affiné lui disait de prendre Emma et de s'enfuir. L'emmener à l'hôpital, appeler la police, laisser le système s'en charger. Mais une autre partie de lui, une partie qu'il avait gardée enfouie depuis qu'il avait quitté l'armée il y a 15 ans, savait exactement ce qu'il allait faire. « Peux-tu marcher ?» a-t-il demandé à Emma. Elle a hoché la tête. Case l'a aidé à se lever, supportant la majeure partie de son poids. Ils ont atteint sa voiture ensemble. Il l'a installée sur le siège passager, a mis le chauffage au maximum et lui a donné sa bouteille d'eau. « Bois doucement. Je reviens tout de suite. »« Où vas-tu ?»« Vérifier la voiture de papy. »« Verrouille les portes. Si quelqu'un sort de la maison, tu klaxonnes et j'accours. »« Compris ?» Emma a hoché la tête, sa petite main cherchant déjà le bouton de verrouillage. Case a traversé à nouveau le garage, avançant avec détermination cette fois. La Buick de Willy n'était pas verrouillée. Case a ouvert le coffre. À l'intérieur, sous une roue de secours et quelques fournitures d'urgence, se trouvait une mallette en métal gris de la taille d'une boîte à pêche. Elle avait un cadenas à combinaison. Case a saisi un pied de biche sur l'établi et l'a calé sous le loquet. Le verrou a cédé avec un craquement sec. Case a ouvert la mallette. Ses mains sont devenues engourdies. Des cartes SD, au moins 20, chacune étiquetée avec des dates remontant à des années. Des disques durs externes. Des dossiers en papier craft épais remplis de documents. Et des photographies. Des dizaines de photographies imprimées sur du papier photo, classées dans des pochettes transparentes. Case s'est forcé à regarder une photographie. Une seule. Emma, peut-être âgée de 6 ans dans ce garage, posant d'une manière qu'aucun enfant ne devrait poser. Il a fermé le dossier avant d'en voir plus. Avant que la rage qui montait dans sa poitrine ne puisse exploser en quelque chose qu'il ne pourrait pas contrôler. Il avait besoin de contrôle. Il avait besoin de réfléchir. Case a sorti son téléphone et a tout photographié dans la mallette. Chaque étiquette de carte SD, chaque dossier, chaque document visible. Puis il a photographié le garage lui-même, la poutre avec ses crochets, le tabouret, la corde sur l'étagère. Les lumières de la maison principale se sont allumées. Case a saisi toute la mallette en métal et a couru vers sa voiture. Derrière lui, la porte du garage menant à la maison s'est ouverte brusquement.
Willie Rigg se tenait en silhouette dans l'embrasure, portant un bas de pyjama et un tricot de corps, le visage tordu par la rage. « Case, qu'est-ce que tu fous ?» Les yeux de Willie se sont posés sur la mallette dans les mains de Case. Son expression a changé. « Pose ça. Reste en arrière. » Case a continué de bouger vers sa voiture où Emma regardait, les yeux écarquillés, à travers la vitre. Willie a chargé, malgré ses 60 ans passés. Il bougeait vite, traversant le garage en quelques secondes. Case s'est tourné sur le côté, a laissé l'élan de Willie l'emporter plus loin, puis a balancé la mallette en métal dans le plexus solaire de Willie. Le vieil homme s'est effondré en suffoquant. Sue est apparu dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. « Willie, qu'est-ce qui se passe ?» Case se tenait au-dessus de Willie, qui essayait de reprendre son souffle. « Vous avez torturé ma fille pendant 6 heures. Nous faisions de la discipline. Tais-toi. » La voix de Case est sortie plate, froide. « Ce n'est pas de la discipline. C'est de la maltraitance systématique. Et quoi qu'il y ait dans cette mallette, c'est la preuve de quelque chose de bien pire. » Willie a lutté pour se mettre à genoux. « Tu ne comprends pas Morency. Elle a été élevée de la même façon. Elle s'en est très bien sortie. Le monde a basculé. » Case a regardé Sue, a vu la confirmation dans son expression. « Morency. Bien sûr qu'elle sait. » Sue a dit, « C'est ma fille. C'est comme ça qu'on fait les choses dans notre famille, comme on l'a toujours fait. » Case a pensé aux évasions de Moren, à sa surprotection, à son besoin de contrôle. Les pièces se sont réorganisées en une image qu'il avait refusé de voir. Il a pointé Willie du doigt. « Ne quittez pas la ville. N'appelez pas la police. Ne pensez même pas à vous enfuir, ou quoi ?» Willie avait retrouvé son souffle ainsi qu'un peu de bravade. Case a souri alors, et c'était son vieux sourire de l'armée, celui qui faisait autrefois reconsidérer leur choix de vie aux insurgés, où je vous ferai ce que vous avez fait à ma fille, sauf que je ne m'arrêterai pas après 6 heures. Il est monté dans sa voiture, a mis la mallette sur le siège arrière et est parti. Dans le rétroviseur, il a vu Sue aider Willie à se relever, tous deux le regardant partir. « Où allons-nous » a demandé Emma, d'une petite voix. « À l'hôpital d'abord, puis à la maison. »« Et pour grand-mère et grand-père » Case a tendu la main et a pris la sienne. « Ne t'inquiète pas pour eux, ma chérie. Papa va s'occuper de tout. » Emma est restée silencieuse un moment. « Alors, tu vas appeler la police ?» Case a pensé à la mallette sur le siège arrière, à l'ampleur de ce qu'elle contenait probablement, et à la vengeance qui germait déjà dans son esprit pour plus tard. « Mais d'abord, je vais m'assurer qu'ils ne pourront plus jamais te faire de mal, ni à personne d'autre. » Les urgences de l'hôpital à 2h30 du matin étaient presque vides. Case a porté Emma à l'intérieur, la mallette en métal cachée sous une couverture dans la voiture. Il a dit à l'infirmière de garde que sa fille avait été séquestrée contre son gré, a montré les marques sur ses poignets, a décrit les 6 heures sur le tabouret. L'expression de l'infirmière s'est durcie. Elle a appelé un médecin immédiatement. Le docteur Chatoma était jeune, peut-être 30 ans, avec des yeux doux qui sont devenus furieux en examinant Emma. Il a tout documenté, les marques de ligature, la déshydratation, les dommages musculaires aux épaules dus à l'élévation prolongée. Il a pris des photographies, a posé des questions douces et a ordonné des analyses de sang. « Monsieur Rice, » a dit le docteur Thomas calmement pendant qu'Emma recevait des soins, « la loi m'oblige à signaler toute suspicion de maltraitance d'enfant. » « Je sais. Faites-le. » « Qui lui a fait ça ?» Case a hésité. « Ses grands-parents. Les parents de ma femme. » Le stylo du docteur Thomas s'est arrêté au-dessus de sa tablette. « Votre femme était au courant ?» Je suis encore en train de le déterminer, la voix de Case était plate, mais j'ai des raisons de croire qu'elle l'était. Le médecin a hoché la tête lentement. Les services de protection de l'enfance seront contactés. La police aussi. Ce niveau de maltraitance est criminel. C'est bien. Case était sincère. Il voulait que des rapports soient déposés, qu'une trace écrite soit créée, mais il savait aussi que le système était lent. Les enquêtes prenaient du temps. Les poursuites prenaient encore plus de temps. Et pendant ce temps, les preuves disparaissaient. Les témoins étaient intimidés. Les auteurs restaient en liberté. Case avait d'autres plans. Emma a été admise en observation. On lui a donné une chambre privée, des analgésiques, des fluides.
Case s'est assis à côté de son lit alors qu'elle s'endormait enfin, sa petite poitrine s'élevant et s'abaissant régulièrement. Il a sorti son téléphone et a commencé à parcourir les photographies qu'il avait prises du contenu de la mallette. Les étiquettes des cartes SD étaient des dates et des initiales. Certaines initiales, il les a reconnues, ER pour Emma Rice. D'autres noms, KP, BW, TG. Combien d'enfants? Depuis combien de temps cela durait-il? Les documents étaient plus difficiles à photographier clairement, mais Case pouvait en déchiffrer suffisamment. Des noms, des adresses, ce qui ressemblait à des horaires, des numéros de compte bancaire, des adresses e-mail. Ce n'était pas seulement Willy et Sue. C'était organisé. Case a ouvert son ordinateur portable et a commencé à créer un tableur. Chaque information qu'il pouvait glaner de ces photos y était consignée. Des noms, des dates, des lieux, des schémas émergeaient. Plusieurs personnes étaient impliquées. Des réunions étaient programmées. L'argent changeait de main. Son téléphone a sonné à 5 heures du matin. Maureen. Case, qu'est-ce que tu as fait? Maman vient de m'appeler. Hystérique. Elle dit que tu as attaqué papa et kidnappé Emma. Case est sorti dans le couloir de l'hôpital avant de répondre, gardant la voix basse. Je l'ai trouvée, Maureen, attachée à une poutre dans leur garage. Elle était là depuis 6 heures. Silence. Ce n'est pas maman a dit qu'Emma était punie pour s'être mal conduite. Elle avait 9 ans, suspendue à une poutre au plafond. Sa circulation était coupée. Elle est à l'hôpital. L'hôpital, Case, tu réagis de manière excessive. Une petite correction. Plus jamais. Arrête. La voix de Case a tranché comme une lame. J'ai trouvé leur mallette, les photographies, les cartes SD. Je sais ce qu'ils ont fait, et je sais que tu étais au courant. Nouveau silence. Quand Maureen a reparlé, sa voix était différente, creuse. Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. C'est compliqué. C'est comme ça que j'ai été élevé. C'est la famille. Tu ne peux pas simplement. Tes parents ont abusé sexuellement d'Emma, l'ont photographiée. D'après ce que j'ai trouvé, je pense qu'ils l'ont fait à d'autres enfants aussi. Peut-être pendant des décennies, les mains de Case tremblaient, et tu savais. Tu les as aidés. Tu l'as envoyé là-bas. Non, je n'aurais jamais. Tu l'as envoyé là-bas chaque mois. Parfois plus. Tu avais toujours une excuse pour que je ne vienne pas. Tu les protégeais, eux, pas elle. Ils pouvaient entendre Maureen pleurer. Tu ne sais pas ce que c'est, ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils ont menacé de faire. Ils ont dit que si je ne coopérais pas, si je ne leur donnais pas accès à Emma, ils s'en prendraient à elle de toute façon. Au moins, de cette façon, je pouvais contrôler, minimiser. Case a fermé les yeux. Une partie de lui voulait comprendre, trouver de la compassion pour la femme brisée qu'était devenue son épouse. Mais une plus grande partie de lui, celle qui venait de regarder sa fille dormir après avoir été torturée, ne ressentait que de la glace. Tu avais le choix, dit-il, chaque fois que tu as remis Emma entre leurs mains, tu avais le choix. Tu les as choisis, eux. Case, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Une thérapie familiale. Nous pouvons. Je demande le divorce et la garde exclusive. Si tu contestes, je m'assurerai que chaque chose que j'ai trouvée dans cette mallette devienne publique. Est-ce que tu me comprends? Tu ne peux pas, Case, s'il te plaît. Je suis toujours sa mère. Tu as perdu ce droit quand tu l'as livré au prédateur. Case a mis fin à l'appel. Il s'est tenu dans le couloir vide, les mains pressées contre le mur froid, respirant fort. La rage était toujours là, s'enroulant dans sa poitrine comme un être vivant. Mais en dessous se trouvait quelque chose de plus froid, de plus patient, un plan qui prenait forme. Lorsqu'il est retourné dans la chambre d'Emma, une femme en blazer l'attendait. Elle s'est présentée comme Cheryl Dickerson, des services de protection de l'enfance. Ils ont parlé pendant 1 heure. Case lui a montré les photographies des blessures d'Emma prises à l'hôpital, lui a raconté comment il l'avait trouvée dans le garage, a expliqué ce qu'il avait découvert dans la mallette. Il ne lui a pas encore remis la mallette elle-même. Il lui a dit qu'elle était verrouillée dans sa voiture, qu'il la porterait au poste de police plus tard dans la matinée. Cheryl a écouté, a pris des notes, son expression s'assombrissant. Monsieur Rice, je dois être clair. Si ce que vous me dites est exact,
C'est l'un des cas les plus graves que j'ai rencontrés. Nous allons ouvrir une enquête immédiate. Vos beaux-parents seront interrogés. Votre femme aussi. Bien. Je dois aussi vous informer qu'en raison de la gravité des allégations et de l'implication potentielle de votre femme, Emma ne peut pas retourner dans votre domicile actuel. Casey était attendu. J'ai une alternative. Mes parents vivent à Cincinnati. Ils sont retraités, leurs antécédents ont été vérifiés, et ils n'ont jamais rencontré Willie ou Surig. Emma les connaît bien et elle est à l'aise là-bas. Cheryl a hoché la tête. C'est acceptable, sous réserve de vérification. Nous devrons inspecter leur maison, les interroger. Procédure standard. Tout ce qu'il faudra. Après le départ de Cheryl, Case a appelé ses parents. Sa mère, Janet, a répondu dès la première sonnerie. Elle était réveillée, inquiète depuis son appel cryptique de 1h du matin. Case lui a tout raconté. Quand il a fini, sa mère pleurait. Son père, Philippe, a pris la ligne. Amène-la ici maintenant. Aujourd'hui. Les services de protection de l'enfance doivent d'abord approuver, puis nous passerons leur inspection. Case, la voix de son père s'est brisée, ce pauvre bébé. Comment est-ce que quelqu'un a pu? Je sais, papa. Je sais. À midi, Emma a pu sortir. Les services de protection avaient accéléré l'approbation pour les parents de Case. Case a conduit vers le sud en direction de Cincinnati, Emma dormant sur le siège passager, la mallette en métal cachée dans le coffre. Ses parents vivaient dans une banlieue calme, dans une maison modeste où Case avait grandi. Ils attendaient sur le porche quand il est arrivé. Sa mère a serré Emma dans une étreinte prudente, faisant attention à ses blessures. Son père a serré fort l'épaule de Case. Combien de temps restera-t-elle, a demandé Janet. Aussi longtemps que nécessaire. Ça pourrait être des semaines. Ça pourrait être des mois. Ça ne nous dérange pas. C'est notre petite fille. Janet a conduit Emma à l'intérieur, parlant déjà de préparer ses biscuits préférés. Le père de Case l'a raccompagnée à la voiture. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui doit être fait? Case, je connais ce regard. Je portais la même expression quand je suis revenu du Vietnam. Ne fais rien qui te séparera d'elle définitivement. Je ne le ferai pas. Case a croisé le regard de son père. Mais je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Le système est trop lent, trop clément. Ils auront des avocats, des négociations de peine. Ils feront quelques années au plus, puis sortiront et recommenceront tout. Alors, c'est quoi ton plan? Case a sorti son téléphone et a montré à son père les photographies du contenu de la mallette. Il ne s'agit pas seulement de Willie et Sue. C'est un réseau. Plusieurs auteurs, de nombreuses victimes depuis des années, peut-être des décennies. Je vais le démanteler. Tout démanteler. Comment? De la même manière que j'optimise les itinéraires de fret. Trouver les points faibles, appliquer une pression, faire s'effondrer tout le système. Case a refermé son téléphone. Willie et Sue vont payer, mais tous les autres membres de leur réseau aussi. Et Maureen, elle va devoir choisir son camp. Son père l'a observé longuement. Ta mère et moi, nous ne t'avons pas élevé pour être vengeurs. Non, vous m'avez élevé pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Case est monté dans sa voiture. C'est exactement ce que je fais. Il est retourné à Columbus alors que le soleil se couchait, son esprit travaillant déjà sur la logistique. La mallette était dans son coffre, contenant assez de preuves pour détruire des vies. Mais Case avait besoin de plus que de la destruction, il avait besoin de justice. Une justice réelle, pas la version édulcorée dispensée par les tribunaux. Premier arrêt, la maison. Elle était vide. Les affaires de Maureen étaient toujours là, mais Maureen elle-même était partie. Case ne se souciait pas d'où elle était. Il a emporté la mallette métallique dans son bureau à domicile et a verrouillé la porte. Puis il a commencé le vrai travail. Il a téléchargé chaque carte SD sur son ordinateur portable, bien qu'il puisse à peine supporter d'en regarder le contenu. Chaque carte contenait des centaines de fichiers, des images, des vidéos et différents enfants au fil des ans. Case s'est forcé à tout documenter, créant une base de données. Le schéma est devenu clair. 8 enfants en plus d'Emma, actuels ou récents, et des dizaines d'autres remontant à 20 ans. Certaines des victimes les plus anciennes seraient adultes maintenant, dans la vingtaine ou la trentaine. Avaient-elles survécu?
Était-elle seulement en vie? Les documents étaient encore plus révélateurs. Il a trouvé les noms et adresses de 5 autres couples impliqués. Les programmes de réunion tournaient toujours entre les maisons. Les relevés financiers montraient des paiements entre les membres, et des chaînes de courriels discutaient de marchandises et des acquisitions. Case a immédiatement reconnu un nom, Bernard Meadows. Le même Bernard Meadows qui dirigeait le ministère de la jeunesse à l'église Cornerstone Fellowship, où la moitié de la ville envoyait ses enfants. Un autre nom, Lance Wilkinson. Il entraînait la Little League de baseball et gérait un complexe sportif pour jeunes. Ces personnes s'étaient positionnées de manière à avoir accès aux enfants. Délibérément. Systématiquement. Les mains de Case se sont crispées sur son bureau. Il voulait se rendre à chaque adresse immédiatement pour traîner ces gens à la lumière, mais ce serait réactif et brouillon. Il avait besoin d'un plan. Il a ouvert un nouveau document et a commencé à taper 3 colonnes, nom, faiblesse, levier. Pendant les 8 heures suivantes, Case a fait des recherches. Il a utilisé des bases de données payantes, les réseaux sociaux et les registres publics pour établir des profils sur chaque auteur. Bernard Meadows avait un problème de jeu et était lourdement endetté. Lance Wilkinson était marié et avait ses propres enfants, que dirait sa femme si elle savait? Robbie Burgeret, la sœur dessus, était une infirmière scolaire à la retraite avec une réputation irréprochable. Chaque personne avait quelque chose à perdre. Case devait juste trouver comment leur faire perdre de la manière la plus dévastatrice possible. Vers 3 heures du matin, son téléphone a vibré. Numéro inconnu. Case a répondu. Monsieur Rice, c'est Kathleen Pike. Cheryl Dickerson m'a donné votre numéro. Elle pensait. Elle pensait que nous devrions peut-être parler. Qui êtes-vous? Je suis quelqu'un à qui vos beaux-parents ont fait du mal il y a longtemps. Je suis une survivante. Une pause. Cheryl a mentionné que vous enquêtiez, que vous aviez trouvé des preuves. Je voulais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Et si vous avez besoin de quelqu'un qui comprend ce qu'ils ont fait, ce dont ils sont capables. Je suis là. Case s'est adossé à sa chaise. Il y a combien de temps? J'étais avec eux de 8 à 16 ans. Sue et Willie spécifiquement. Ce sont eux qui m'ont fait entrer dans le réseau. Je me suis échappé quand j'avais 16 ans. Je me suis enfui. J'ai vécu dans la rue pendant 1 an avant que les services de protection de l'enfance ne me trouvent. Je suis en thérapie depuis lors. Les avez-vous déjà dénoncés? Bien sûr, plusieurs fois. Mais je n'avais aucune preuve. C'était ma parole contre la leur, et ils avaient des alibis pour tout. L'enquête n'a abouti à rien. Un rire amer a suivi. Ils sont très doués pour ce qu'ils font. Plus maintenant, la voix de Case était dure. J'ai des preuves. Des cartes SD pleines de preuves. Des documents, des relevés financiers, des communications, tout. Le souffle de Kathleen s'est coupé. Tout? Oui. Alors clouez-les au pilori. S'il vous plaît. Pour moi, pour Emma, pour tous ceux qu'ils ont touchés. Je le ferai, mais je dois vous demander quelque chose. Avez-vous des preuves de l'époque où vous étiez avec eux? Quelque chose qu'ils ne sauraient pas que vous avez gardé? Silence. Puis, oui. J'ai gardé un journal. Des noms, des dates, des choses qu'ils m'ont obligé à faire, des endroits où ils m'ont emmené. J'ai même quelques photographies que j'ai réussi à cacher. J'avais trop peur de me manifester. Je pensais que personne ne me croirait. Je vous crois. Et avec ce que j'ai, plus ce que vous avez, nous pouvons les enterrer. Qu'avez-vous besoin que je fasse? Case a réfléchi soigneusement. Pour l'instant, rien. Gardez vos preuves en sécurité. Je vais faire des choses qui pourraient sembler peu orthodoxes, mais le moment venu, j'aurai besoin que vous soyez prête à témoigner. Je le ferai, Monsieur Rice. Merci d'avoir cru votre fille. De vous être battu pour elle. Mes parents ne l'ont jamais fait. Après avoir raccroché, Case a senti un calme étrange l'envahir. Il n'était pas seul. Il y avait d'autres victimes, d'autres survivants, et ensemble ils possédaient quelque chose que ces prédateurs n'avaient jamais affronté auparavant, quelqu'un prêt à riposter. Case a passé le reste de la nuit à planifier pas seulement la collecte de preuves, mais une guerre psychologique. Il allait faire en sorte que ces gens se retournent les uns contre les autres, détruisent leur réseau de l'intérieur, et s'assurer que même si le système judiciaire échouait, ils ne pourraient plus jamais faire de mal à un autre enfant.
Au lever du soleil, Case Rice avait un plan. Et Willy Rigg, Sue Rigg, Bernard Meadows, Lance Wilkinson et tous les autres membres de leur réseau malade allaient apprendre ce qui se passait quand quelqu'un décidait enfin de se battre. La guerre avait commencé. 3 jours plus tard, Case était assis dans un café en face de Kathleen Pike. Elle avait 34 ans mais paraissait plus vieille, avec des yeux lasses et des mains qui ne restaient jamais immobiles. Elle avait apporté un carnet usé et une boîte à chaussures remplie de photographies. « Je transporte ça depuis 18 ans, a dit Kathleen, en poussant la boîte sur la table. Une partie de moi voulait les brûler. Une autre partie savait que j'en aurais peut-être besoin un jour. Case a ouvert la boîte avec précaution. Les photographies étaient de vieux tirages de l'ère pré-numérique. Elle montrait une jeune Kathleen à divers âges, toujours dans des positions qui retournaient l'estomac de Case. Mais plus important encore, elle montrait des visages, Willy et Sue Rigg, plus jeunes mais reconnaissables, Bernard Meadows avec moins de cheveux gris, et une femme que Case ne connaissait pas, c'est Robbie Burgeret, a dit Kathleen, montrant la femme inconnue. La sœur de Sue. Elle était impliquée dès le début. Il y en avait d'autres aussi, mais ces 3-là étaient le noyau dur. Case a photographié chaque image avec son téléphone, constituant son dossier de preuves. Votre journal. Puis-je le voir? Kathleen a hésité, puis a tendu le carnet usé. Case a feuilleté les pages d'une écriture serrée, des dates et des descriptions qui lui donnaient envie de frapper dans un mur. Mais enfouis dans l'horreur se trouvaient des noms, des adresses et des dates spécifiques qui pouvaient être recoupées avec les documents qu'il avait trouvés. C'est incroyable, Kathleen. Cela corrobore tout ce que j'ai et comble des lacunes remontant à des décennies. Est-ce que ce sera suffisant pour le tribunal? Case a croisé son regard. Je ne suis pas sûr d'aller au tribunal. Pas encore. Que voulez-vous dire? Le système judiciaire est conçu pour protéger les accusés. C'est normalement une bonne chose. Mais dans des cas comme celui-ci. Case a secoué la tête. Ils auront de bons avocats. Ils contesteront la chaîne de possession, l'admissibilité et les délais de prescription. Certains pourraient s'en sortir. Et même s'ils sont condamnés, ils feront une peine légère en détention protectrice parce que les prisons n'aiment pas les prédateurs d'enfants. Ils seront dehors dans 5 à 10 ans. Alors, qu'allez-vous faire? Case a sorti son ordinateur portable et lui a montré le tableur qu'il avait construit. Nom, adresse, associé connu, vulnérabilité. Je vais faire en sorte qu'ils se détruisent les uns les autres. Créer le chaos, la paranoïa, la méfiance. Leur faire croire que les murs se referment de toutes parts. Et quand ils seront au plus bas, quand ils se seront retournés les uns contre les autres et auront brûlé tous leurs ponts, alors je remettrai tout au FBI et je les laisserai ramasser les morceaux. Kathleen a étudié le tableur, un lent sourire s'étendant sur son visage. Vous allez les faire souffrir d'abord. Oui. Bien. Ils le méritent. Elle a sorti son téléphone. Je peux aider. Je sais des choses sur eux. Des choses privées, des peurs, des insécurités, des informations qu'ils pensaient mortes avec moi quand ils pensaient que je ne parlerais jamais. Pendant les 3 heures suivantes, ils ont planifié. Kathleen a fourni des informations sur la psychologie de chaque auteur. Bernard Meadows était paranoïaque, convaincu que tout le monde le surveillait. Lance Wilkinson était arrogant, se croyait intouchable. Willy Rigg avait un tempérament qui le rendait violent lorsqu'il était acculé. Sue était la calculatrice, la planificatrice, mais elle était aussi fière, elle détestait être surpassée. Le plan de Case commençait à prendre une forme concrète. La phase 1 créerait de la suspicion au sein du réseau. La phase 2 transformerait cette suspicion en conflit ouvert. La phase 3 serait le démantèlement, utilisant les preuves pour s'assurer qu'ils tombent tous ensemble. Quand commençons-nous? A demandé Kathleen. Ce soir. Case a fermé son ordinateur portable. Je vais envoyer à chacun d'eux un colis. Rien d'explicite, juste assez pour les rendre nerveux. Quelques photographies d'eux-mêmes, des clichés de surveillance récents, une liste de dates correspondant à leur réunion. Pas d'adresse d'expédition, pas d'explication. Ils vont paniquer. Exactement. Et la panique rend les gens négligents. Ce soir-là, Case a assemblé 6 colis. Chacun contenait une clé USB avec des photographies sélectionnées du destinataire, rien d'illégal, juste des clichés de surveillance prouvant que quelqu'un observait. Il a inclus une note dactylographiée, nous savons ce que vous avez fait. Réparez vos torts ou tout le monde le saura aussi.
Les colis ont été postés cette nuit-là, envoyés de différents bureaux de poste autour de la ville pour éviter un schéma récurrent. Puis, Case a attendu. Jour 1, rien. Jour 2, Bernard Meadows a fermé temporairement son programme de jeunesse d'église pour raisons personnelles. Jour 3, la femme de Lance Wilkinson a demandé le divorce. Lance a dû avouer quelque chose dans sa panique. Jour 4, Surig a appelé le téléphone de Case. Il n'a pas répondu. Jour 5, Willie Riggs s'est présenté chez Case. Case s'y attendait. Il a ouvert la porte pour trouver son beau-père sur le porche, mal rasé et l'œil hagard. « Qu'est-ce que tu nous as envoyé ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Tu as pris notre mallette. Tu nous as menacés. Et maintenant, quelqu'un surveille notre maison, prend des photos. Su a reçu un colis. Bernard aussi. C'est toi. » Case s'est appuyé contre le cadre de la porte, décontracté. Si quelqu'un enquête sur vous, vous devriez peut-être vous demander pourquoi. La main de Willie s'est projetée en avant, saisissant la chemise de Case. Écoute-moi bien. Quoi que tu penses savoir, tu te trompes. Et si tu vas à la police avec cette mallette, je leur dirai que tu as falsifié les preuves, que tu en as placé la moitié. Ta parole contre la mienne. Case a souri. Allez-y, essayez. On verra ce que ça donne. Quand Kathleen Pike témoignera, le visage de Willie est devenu livide. Kathleen ? Elle ne. Elle se souvient de tout. Et elle a gardé des registres. Ton réseau est fini, Willie. La seule question est de savoir à quel point tu veux que la fin soit douloureuse. Willie a lâché la chemise de Case, reculant en trébuchant. On peut passer un accord. De l'argent. On a de l'argent. Ou on peut disparaître. Quitter le pays. Tu n'entendras plus jamais parler de nous. Vous ne pourrez pas fuir assez loin. La voix de Case était de glace. J'ai déjà envoyé des copies de tout au FBI, à 3 organisations de presse différentes, et à un enquêteur privé qui a pour instruction de tout divulguer s'il m'arrive quelque chose ou s'il arrive quelque chose à Emma. Vous êtes piégé. Alors qu'est-ce que tu veux ? C'était le moment que Case avait prévu. Je veux que vous dénonciez vos amis. Je veux chaque nom, chaque lieu, chaque détail de votre réseau. Donnez-moi ça, et j'envisagerai de vous laisser plaider coupable pour des accusations moindres. Tu ne peux pas m'offrir un plaidoyer. Tu n'es pas procureur. Non, mais je peux m'assurer que les preuves contre vous sont irréfutables, ou je peux m'assurer qu'elles sont contestables. À vous de choisir. La mâchoire de Willie a travaillé. Si je les balance, ils me tueront en prison. Tu aurais dû y penser avant de faire du mal à ma fille. Willie a tourné les talons et s'est éloigné, les épaules voûtées. Case l'a regardé partir, ne ressentant aucune satisfaction. Ce n'était que le début. Au cours de la semaine suivante, le réseau a commencé à se fracturer. Bernard Meadows est allé à la police, essayant de conclure un accord avant qu'un autre ne le fasse. Il a avoué des délits mineurs mais a blâmé Willie et su pour le pire. La police, non préparée à une telle confession, a ouvert une enquête. Lance Wilkinson a disparu. Case l'a suivi grâce au relevé de carte de crédit, il s'était rendu au chalet de son frère en Virginie-Occidentale. Case y a envoyé un colis également. Robbie Burgeret, la sœur de Sue, s'est présentée chez Case ensuite. Contrairement à Willie, elle est venue armée. Elle a sorti un pistolet de son sac dès que Case a ouvert la porte. Tu as tout détruit, siffla-t-elle. Bernard parle. Lance se cache. Willie fait une dépression. C'est de ta faute. Case n'a pas bougé, gardant ses mains visibles. Les seuls coupables sont ceux qui font du mal aux enfants. Nous aimions ces enfants. Nous nous occupions d'eux. Vous les avez torturés. Abusés. Vendus les uns aux autres comme de la marchandise. La main de Robbie tremblait, l'arme vacillait. Je devrais te tuer tout de suite. Vous pourriez essayer, mais il y a une caméra embarquée dans cette voiture de l'autre côté de la rue qui enregistre cette conversation. Et si je ne donne pas de nouvelles à mon avocat dans les 10 prochaines minutes, chaque preuve que je possède va directement au FBI. Case n'avait pas d'avocat et la voiture de l'autre côté de la rue était vide, mais Robbie ne le savait pas. Alors, tirez-moi dessus si vous voulez, mais vous passerez de toute façon le reste de votre vie en prison. Robbie a baissé l'arme lentement. Des larmes coulaient sur son visage.
Qu'est-ce que tu attends de nous? Je veux que vous souffriez comme vous avez fait souffrir ces enfants. Je veux que vous perdiez tout, votre liberté, votre réputation, votre famille, votre argent. Je veux que vous passiez chaque jour du reste de votre vie à savoir ce que vous avez fait et à en affronter les conséquences. C'est cruel. Le rire de Case fut dur. Vous avez attaché ma fille de 9 ans à une poutre du plafond pendant 6 heures. Vous l'avez photographiée, violée, avez brisé sa confiance et c'est moi que vous trouvez cruel? Robbie a remis le pistolet dans son sac. Ce n'est pas fini. Si, c'est fini. Vous ne le savez pas encore, c'est tout. Après son départ, Case a appelé Cheryl Dickerson au service de protection de l'enfance. Robbie Burgeret vient de me menacer avec une arme. Je dépose une plainte à la police. La voix de Cheryl était tendue. Nous avons reçu des informations sur une enquête plus large. Bernard Meadows a fait une sorte de confession. Est-ce lié au cas d'Emma? Oui, et c'est plus gros que vous ne le pensez. J'ai des preuves d'un réseau de pédocriminels opérant dans cette région depuis au moins 20 ans. Plusieurs auteurs, de nombreuses victimes. Je suis prêt à tout remettre aux autorités compétentes, mais je veux des garanties. Quel genre de garantie? Je veux une protection de témoin pour Emma. Je veux l'immunité pour Kathleen Pike, elle est une victime, pas une coupable. Et je veux que chaque personne de ce réseau soit poursuivie avec toute la rigueur de la loi. Pas de négociation de plaidoyer, pas de réduction de peine. Monsieur Rice, je ne peux pas promettre tout cela. Le FBI s'occupe de alors mes témoins en contact avec le FBI aujourd'hui. 6 heures plus tard, Case était assis dans un bureau de terrain du FBI avec l'agent spécial Ernest Carroll et le procureur fédéral adjoint Dustin Day. Il avait apporté son ordinateur portable, la mallette métallique et les preuves de Kathleen Pike. Pendant 3 heures, il leur a expliqué tout ce qu'il avait trouvé, les cartes SD, les documents, les relevés financiers, les courriels, le témoignage et le journal de Kathleen, la surveillance qu'il avait effectuée et les colis qu'il avait envoyés pour créer la paranoïa. L'agent Carroll s'est adossé à sa chaise. Monsieur Rice, ce que vous avez fait est impressionnant et aussi hautement illégal. Vous vous êtes introduit dans un véhicule, avez volé des preuves, mené une surveillance non autorisée et vous vous êtes livré à ce qui s'apparente à de l'extorsion. Allez-vous m'arrêter? Je le devrais. Mais franchement, vous nous avez remis le dossier de réseau de pédocriminalité le plus complet que j'ai vu en 20 ans. Nous enquêtions sur Bernard Meadows depuis des mois sans rien obtenir. Vous nous avez tout donné en une semaine. Le procureur Day a pris la parole. Nous ne pouvons pas ignorer les méthodes, mais nous pouvons faire avec. Les preuves que vous avez prises dans le véhicule de Willie Rigg, nous pouvons invoquer des circonstances urgentes, vous pensiez que votre fille était en danger immédiat. La surveillance est plus ambiguë, mais nous pouvons probablement la justifier comme une enquête privée. Le vrai problème, ce sont les colis que vous avez envoyés. Ce n'étaient que des photographies et une note. Je n'ai pas menacé de violence ni exigé d'argent. C'est tout de même de l'intimidation avec l'intention d'influencer des témoins potentiels. Day a tapoté ses doigts sur la table. Mais si vous acceptez de coopérer pleinement à notre enquête et de cesser tout contact ultérieur avec les suspects, je pense que nous pouvons éviter de vous poursuivre. Qu'en est-il d'Emma et de Kathleen? Protection de témoins pour Emma? Oui, nous pouvons organiser cela. Kathleen? L'agent Carroll a regardé ses notes. C'est une victime et un témoin, pas une coupable. Elle s'en sortira. Nous aurons besoin de son témoignage pour les poursuites. Nous poursuivrons tout ce que nous pourrons, a ajouté Day. Mais je dois vous faire comprendre, Monsieur Rice, que les procès prennent du temps. Les appels encore plus. Certaines de ces personnes pourraient mourir avant de voir l'intérieur d'une salle d'audience. C'est la réalité du système judiciaire. Case s'attendait à cette réponse. C'était pour cela qu'il avait passé les 2 dernières semaines à démanteler leur réseau lui-même. Même si certains échappaient à la prison, ils avaient tout perdu par ailleurs, réputation, famille, tranquillité d'esprit. Je comprends. Que attendez-vous de moi? Tout. Chaque fichier, chaque document, chaque preuve, et votre témoignage sur la façon dont vous les avez trouvés, ce que vous avez vu et ce qu'Emma vous a dit. Case a remis la mallette métallique. C'est à vous. Tout. L'enquête a progressé rapidement après cela. Avec Bernard Meadows qui parlait déjà et la montagne de preuves fournies par Case, le FBI a monté des dossiers contre les 6 membres principaux du réseau, Willie et Surig, Bernard Meadows, Lance Wilkinson,
Robbie Burgeret, et 2 autres que Case ne connaissait pas, Philip Knoll et Sonia Davison. Les arrestations ont eu lieu sur une période de 3 jours. Les caméras d'actualité ont filmé Willie emmené menotté, hurlant pour ses droits, et Bernard en pleurs. L'histoire a explosé dans les médias locaux et nationaux. Case a gardé Emma à Cincinnati, à l'abri du cirque médiatique. Il y descendait chaque week-end pour la voir, la regardant redevenir elle-même petit à petit. Elle était en thérapie, travaillant sur son traumatisme, mais elle souriait plus maintenant, riait parfois et commençait à passer des nuits complètes. Maureen a essayé d'appeler à plusieurs reprises. Case n'a jamais répondu. Elle a envoyé des lettres que Case a brûlées sans les lire. Finalement, son avocat a contacté celui de Case, elle voulait la garde partagée. La réponse de Case fut simple, il faudra me passer sur le corps. Le divorce a été finalisé en 2 mois. Case a obtenu la garde exclusive, le pouvoir de décision unique et une ordonnance d'éloignement empêchant Maureen d'approcher Emma. Maureen ne s'est pas battue. Elle ne le pouvait pas avec sa propre implication remise en question. Les procès ont commencé 6 mois après les arrestations. Case a témoigné au procès de Willie et Sue, décrivant la découverte d'Emma dans le garage. Kathleen a témoigné ensuite, sa voix ferme alors qu'elle racontait 8 années d'abus. 3 autres victimes adultes se sont manifestées, leurs témoignages corroborant le schéma. Les cartes SD et les documents ont été admis comme preuve. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Willie Rigg, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Sur Rigg, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Bernard Meadows, 45 ans. Lance Wilkinson, 40 ans. Robbie Burgeret, 40 ans. Philip Knoll et Sonia Davison, 35 ans chacun. Maureen a été accusée de mise en danger d'enfants et d'obstruction. Elle a plaidé coupable et a été condamnée à 12 ans. Case était assis dans la salle d'audience lors de la lecture de chaque sentence, ne ressentant rien ni satisfaction, ni soulagement, juste du vide. Emma était en sécurité. Le réseau était détruit. La justice avait été rendue, mais les cicatrices restaient. Ce soir-là, il s'est rendu à Cincinnati pour voir Emma. Elle jouait dans le jardin avec les parents de Case, tapant dans un ballon de football. Elle a vu Case et a couru vers lui, se jetant dans ses bras. « Papa. Mamie dit que tu as gagné. » « Je n'ai pas gagné, ma puce. Nous avons juste fait en sorte que les méchantes personnes ne puissent plus faire de mal à personne. Ça ressemble à une victoire pour moi. » Emma l'a regardé avec des yeux clairs. « Papy m'a appris l'autodéfense. Il dit que chaque fille devrait savoir comment se protéger. » Case a jeté un coup d'œil à son père, qui a haussé les épaules. C'est elle qui a demandé. J'ai pensé que c'était une bonne idée. Tu peux m'apprendre aussi, papa, a demandé Emma. Je veux être forte comme toi. Case s'est agenouillé à sa hauteur. Tu es déjà forte, Emma. Plus forte que tu ne le penses. Mais oui, je t'apprendrai. Tout ce que tu voudras apprendre. Elle l'a serré à nouveau, fort et intensément. Je t'aime, papa. Merci de m'avoir sauvé. Je te sauverai toujours. Toujours. Ce soir-là, après qu'Emma se fut endormie, Case s'est assis sur la terrasse arrière de ses parents avec son père. Ils n'ont pas parlé, partageant simplement le silence et les étoiles. Finalement, son père a pris la parole. Es-tu satisfait de la façon dont ça se termine? Case a réfléchi. Willie et Sue mourraient en prison. Les autres passeraient des décennies derrière les barreaux. Le réseau était détruit, les preuves rendues publiques et d'autres victimes encouragées à se manifester. Maureen avait tout perdu. Mais Emma faisait encore des cauchemars. Kathleen portait toujours son traumatisme 2 décennies plus tard. Des dizaines d'enfants avaient été blessés, endommagés d'une manière qui ne guérirait peut-être jamais complètement. La victoire semblait creuse. Non, finit par dire Case. Mais c'est fini, et ça suffit. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? M'occuper d'Emma. L'aider à guérir. Peut-être déménager quelque part. Recommencer à zéro. Et s'il y en a d'autres? D'autres réseaux, d'autres prédateurs? Case resta silencieux un long moment. Alors si je les trouve, je les arrêterai aussi. 3 mois plus tard, Case et Emma ont emménagé à Portland. Nouvelle ville, nouvelles écoles, nouveau départ.
Case a trouvé un emploi dans une autre entreprise de logistique. Emma a rejoint une ligue de football et s'est fait des amis. Le jour du 10e anniversaire d'Emma, ils ont organisé une petite fête. Juste les nouveaux amis d'Emma, les parents de Case, qui avaient fait le voyage en avion, et Kathleen Pike, qui était devenue comme une tante pour Emma. Au moment de couper le gâteau, Emma s'est penchée vers Case. « Papa, je suis contente qu'on ait déménagé ici. On s'y sent plus en sécurité. » « Tu es en sécurité. Je te le promets. »« Je sais. » Elle lui a serré la main. « Parce que tu es là. » Case a regardé sa fille rire avec ses amis, a vu la lumière revenir dans ses yeux et a pensé que peut-être, juste peut-être, ils avaient traversé l'obscurité. Les cicatrices ne guériraient jamais complètement. Les souvenirs ne s'effaceraient jamais totalement. Mais ils avaient survécu. Et en survivant, ils en avaient sauvé d'autres. Cela devait bien compter pour quelque chose. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Case s'est assis seul dans son nouveau bureau. Il avait créé une nouvelle base de données sur son ordinateur, suivant les cas d'enfants disparus dans tout le nord-ouest du Pacifique. De vieilles habitudes, mais maintenant il savait ce qu'il fallait chercher, quel schéma surveiller. Son téléphone a vibré. Numéro inconnu. Case a failli ne pas répondre, mais quelque chose l'a poussé à décrocher. « Monsieur Rice, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Wendell Conrad. Je suis détective à la police de Portland. Nous avons une situation, et votre nom est apparu comme quelqu'un qui pourrait aider. » Quel genre de situation ? Le genre qui implique des enfants qui ont besoin de quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui s'en soucie et qui sait se battre. Case a regardé par la porte Emma, qui lisait sur le canapé, saine et sauve. Il avait juré que c'était fini, qu'il avait fini de se battre, mais certains combats ne s'arrêtent jamais vraiment. « Dites-moi ce dont vous avez besoin, » a dit Case. Et dans l'ombre, la guerre continuait. C'est ici que notre histoire s'achève. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci de votre temps. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne.